Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'éducation à l'environnement. Un environnement qu'il faut prendre ici au sens large, pas seulement l'environnement naturel, écologique, mais celui qui englobe l'autre, les autres, la relation au monde en somme. Parce que dans notre société individualiste et consumériste, prendre conscience de soi et des autres pour vivre ensemble, eh bien, cela s'apprend. Nous sommes en Haute-Marne, à la maison de Courcelles. Louis Létoré et Pierre Berthet, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici, en Haute-Marne, à la maison de Courcelles, située sur la commune de Courcelles-sur-Aujon, ou plus précisément Saint-Loup-sur-Aujon, depuis sa fusion en 1972. À vol d'oiseau, nous sommes à 25 km de Langres et Chaumont. Louis Létoré, vous êtes le directeur de la maison de Courcelles. Pierre Berthet, vous en êtes l'un des administrateurs bénévoles, puisqu'il s'agit d'une association. Il était une fois une grande maison au fin fond de la Haute-Marne, nichée dans un écrin de verdure. Les enfants y venaient de tout le royaume pour y passer des vacances où l'on peut prendre son temps. Tout au long de l'année, des classes de découverte, des stages et des groupes associatifs y étaient accueillis. Ils aimaient y venir pour y retrouver ce qui rendait ce lieu si magique, la pédagogie de la liberté. Dans cette grande maison, on peut vivre ses vacances à son rythme et monter les projets les plus fous. Mais tout cela ne serait pas possible sans des personnages incontournables de cette histoire. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Qui sont ces personnages, Louis Létoré ? Alors, nous sommes une association de jeunesse et d'éducation populaire qui est aussi un employeur. Donc, une équipe de salariés, une équipe pour faire à manger, avec Aline, la cuisinière, aussi une équipe pour faire le ménage, Odile. Et Odile, elle gère aussi, comme Aline, des personnes en contrat d'insertion par l'activité économique. Il y a entre 5 et 6 personnes dans l'année. Il y a aussi mes collègues qui sont plus sur l'administratif. Je pense à Andrea, qui répond tous les jours au téléphone et qui nous aide administrativement à porter les dossiers de la maison de Courcelles, ainsi que Mélanie et Julie, qui sont, elles, les animatrices, qui gèrent les questions pédagogiques de Colo, à mon collègue Maël, voilà, mon adjoint, qui, lui, s'occupe de l'organisation de cette grande équipe, mais aussi de la veille pédagogique à la maison de Courcelles. Et puis, enfin, on n'oublie pas aussi Michel, mon collègue, qui s'occupe de la maison dans les travaux et puis l'achat pour le quotidien de cette grande maison. Alors, c'était un extrait d'une vidéo intitulée « Mets ton grain de sel pour la maison de Courcelles » que vous avez réalisée au début de cette année et sur laquelle nous reviendrons. Vous faites énormément de choses ici à la maison de Courcelles, Louis Létoré. Oui, l'association développe depuis plus de 35 ans des séjours de vacances à destination d'enfants de 4 à 12 ans. Alors, on les appelle les colos. Aujourd'hui, même si ça a changé de nom, ça reste quand même un nom que tout le monde connaît. Des classes de découverte, d'éducation artistique, culturelle et d'éducation à l'environnement. Des résidences d'artistes qui viennent travailler et proposer leur travail aux habitants du territoire. De la formation professionnelle autour de la pédagogie et de la place de l'enfant dans les espaces de loisirs. Et puis, on est quand même aussi un acteur qui accueille des groupes associatifs qui ont besoin d'un outil de travail, notre maison, d'accompagnement dans l'ingénierie de leurs actions. Et puis, depuis peu, on fait à manger pour les enfants du village, pour la cantine. Et pour nous, c'est important. Comment est-ce que vous pourriez présenter la maison de Courcelles ? Ça s'appelle maison de Courcelles, vous avez dit colonie de vacances, centre de vacances, de classe verte, c'est un peu de tout ça, le cirque également, c'est un peu de tout ça à la fois. Comment est-ce que vous pourriez à la fois résumer la vocation de la maison de Courcelles aujourd'hui, Louis Létoré, et puis aussi peut-être nous la décrire ? Alors la maison de Courcelles, déjà son nom, c'est important, maison de Courcelles. On gère une grande maison, 3000 m², un lieu collectif. Un lieu historique aussi. Un lieu historique, un ancien orphelinat qui accueillait des jeunes filles en 1850, depuis 1850. Mais alors pourquoi maison de Courcelles ? Parce que cette maison, on veut la rendre accessible à tous. On veut que chacun puisse
être acteur de sa propre vie dans cette maison. Ainsi, la liberté de circulation est permise, les espaces sont accessibles, comme la cuisine. Il est possible à toutes les personnes accueillies de participer à la confection des repas. Une cuisine ouverte et pédagogique. Pour nous, c'est important. Certes, un lieu collectif a des normes, a des procédures, mais nous permettons, en toute sécurité, en écrivant ces procédures, de permettre à chaque personne accueillie, enfant comme adulte, de se sentir comme chez lui. Alors justement, qui vient aujourd'hui à la maison de Courcelles, Louis Dutoré ? Alors, nous accueillons des enfants et des familles, parce que c'est important d'associer les familles pour les colos, qui viennent d'Île-de-France, du Grand Est, et puis aussi de Haute-Marne. La rencontre entre les populations nous intéresse énormément. Permettons aux gens de se rencontrer dans un lieu comme le nôtre, issus d'espaces urbains, ruraux. Pour les écoles, nous accueillons aussi des écoles d'Île-de-France, du Grand Est et de Haute-Marne. Et puis, nous commençons à toucher nos voisins bourguignons. Et puis, pour l'action de colo, dans les rencontres, on essaye depuis cette année à organiser de l'accueil à la journée en même temps que les colos pour permettre aux enfants de nos communes voisines de rencontrer ces enfants qui viennent d'Île-de-France, du Grand Est. Voilà. Permettons la rencontre des enfants pour éviter de les mettre dans des petites cases. Les fameuses petites cases. Est-ce que vous avez l'équivalent aujourd'hui dans le Grand Est d'un établissement tel que la maison de Courcelles, ou est-ce que c'est quasiment un établissement singulier à la fois, on y reviendra, par sa pédagogie, par son accueil, par son offre d'accueil, son offre d'activité, mais aussi par l'étendue même du bâtiment? Alors nous, on n'a pas la prétention de pouvoir nous dire unique en France, mais depuis 10 ans, nous sommes accompagnés par une communauté de chercheurs qui, eux, ont l'habitude de travailler sur le champ des colos, sur de l'économie sociale et solidaire. Et leur retour est que la maison de Courcelles est un espace, un projet singulier, dans son modèle économique comme dans les projets pédagogiques qu'elle met en place. Et comment c'est né la maison de Courcelles ? Alors c'est né de la rencontre de différents acteurs. On a des enseignants, on a des animateurs, des directeurs de colo, on est post-1968, qui se posent la question de comment proposer des espaces de loisirs différents par rapport à ce qu'il existait à l'époque. Et de cette réflexion sont nées des expérimentations. Et d'expérimentation en expérimentation, l'UFCV, l'Union française des centres de vacances, achète cette maison en 1979 pour permettre à ces animateurs un peu fous de pouvoir mettre en place ce qu'ils ont expérimenté à l'époque depuis presque déjà 10 ans. Et c'est pour ça que la maison de Courcelles s'inscrit dans la grande histoire des colonies de vacances. Aujourd'hui, près de 2 millions de petits Français profitent chaque été des centres de vacances. Mais la colo a évolué au gré des besoins de l'enfant. S'il y a toujours la perspective d'y trouver santé et plein air, il y a surtout la découverte d'un nouveau style de vie, les activités nouvelles et l'apprentissage de la liberté. Dis-moi Anne, c'est en colonie que tu as appris à t'occuper de ton poney? Oui. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais le bouchonner, le brosser avec l'étrille, lui enlever le mort, lui mettre la selle, lui laver la queue, lui laver le museau. Dis-moi, est-ce que tu as plus de liberté ici en colonie ou lorsque tu pars en vacances avec tes parents? En colonie. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Extrait d'un reportage de Martine Chardon et d'Anne Loustalot, diffusé sur Antenne 2, on dirait aujourd'hui France 2. C'était en 1981, sur l'histoire des colos qui a débuté un siècle auparavant. Depuis, les choses ont beaucoup changé, Pierre Berthet. Oui, effectivement, elles ont beaucoup changé. Et notamment ici, où on essaye de défendre une véritable pédagogie de la liberté. C'est-à-dire ? Alors, d'ordinaire, dans la plupart des colonies, on a des enfants qui ont un programme préétabli avec des activités, avec des horaires, avec des plannings, avec un rythme qui est imposé par un cadre, par une structure décidée par les adultes. Et là, vous allez nous expliquer que ce n'est absolument pas ça la maison de Courcelles, c'est ça ? Exactement. On prend le contre-pied de cela et en fait, on part du bon sens. Nous, quand adultes, quand on part en vacances, on a envie de vivre à notre rythme, on sait déjà ce qu'on a envie de faire, ce qui nous déplaît. Quand on a envie de le faire, on a envie de le faire, mais on n'a pas envie de nous imposer quelque chose parce qu'on est en vacances. Et en fait, on est parti de ce bon sens-là pour le mettre en pratique pour l'enfant. C'est-à-dire qu'on estime que chaque enfant a son rythme de vie. Il est en vacances, il est là pour passer des vacances, pour véritablement en profiter, et en même temps, il a des besoins, il a des envies. Et donc, notre but, c'est que notre structure n'impose pas
un rythme ou n'impose pas des activités, mais que ce soit en fait l'enfant qui devienne acteur de son rythme et de ses activités, de son séjour. Est-ce qu'on peut dire, Pierre Berthet, que c'est un véritable projet politique au sens noble du terme ? Oui, complètement. C'est sûr que là, l'enfant, l'idée, c'est véritablement, en devenant acteur de son séjour, c'est lui permettre d'accéder à une autonomie, d'apprendre ce que c'est que la responsabilité, aussi de ne pas tomber dans un consumérisme où on viendrait consommer des activités qui sont déjà complètement préparées. Ici, c'est l'enfant qui va véritablement construire l'activité à laquelle il veut participer. C'est l'anti-Club Med ? Oui, on peut le voir comme ça, oui. Là aussi, alors vous parliez tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure, Louis Létoré, vous faisiez état des fondateurs post-68. On sent là aussi l'empreinte de cette période-là, Pierre Berthet ? Alors, on peut l'avoir de cette manière-là, mais en même temps, c'est un projet qui n'est pas daté, parce que quand on parle, ça date de 68, on a l'impression que c'est complètement dépassé, et on voit, on a une image plutôt négative. Alors qu'en fait, ce projet-là, il est sans cesse réfléchi, sans cesse actualisé, repensé, à travers tout simplement les nouvelles technologies, à travers aussi tous les nouveaux acteurs qui viennent, c'est-à-dire que les directeurs et directrices changent, on va pas dire chaque année, mais se renouvellent régulièrement. Et il y a tout un travail quotidien tout au long de l'année qui est fait sur la question de la pédagogie, repenser le projet pédagogique, voir quels outils pédagogiques on va mettre en place avec les enfants pour cet été, on va tester de nouvelles choses. Donc en fait, c'est un projet qui est toujours en construction, qui n'est pas figé. Est-ce que on peut dire les clients, c'est pas forcément un gros mot, les gens qui viennent à la maison de Courcelles viennent ici à cause de cette dimension pédagogique de la liberté ? Je pense j'espère qu'ils viennent beaucoup pour cela. Sans doute au début, lorsque l'on explique ce projet, très souvent on nous prend pour des simples utopistes où on utilise des grands mots, autonomie, liberté, mais on pourrait dire tout le monde peut les utiliser, mais après, qu'est-ce qu'on met derrière ? Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension d'essayer. Et ensuite, très souvent, les personnes reviennent justement parce qu'elles y trouvent quelque chose comme une réalisation, quelque chose de concret à travers des concepts comme l'autonomie ou la liberté. Et vous êtes donc forcément, j'imagine, aussi à la pointe de la réflexion sur tout ce qui concerne, appelons-le le développement durable, la transition, la décroissance, quels que soient les termes. J'imagine que c'est aussi une approche qui fait partie précisément de votre réflexion, Pierre Berthet. Alors oui, l'approche, elle va se faire en fait sur plein d'aspects différents. La pédagogie, aussi la question de l'environnement qui est très important dans la maison de Courcelles, où on essaie justement de mettre en place et de montrer aux enfants que les termes de développement durable, de recyclage, etc., on peut leur donner un sens très concret, on peut le mettre en pratique et le réaliser, ce n'est pas simplement des concepts vides. Pour les urbains, par exemple. Pierre Berthet, on est ici entre Langres et Chaumont, paysage magnifique, très rural. Comment la maison de Courcelles est-elle ressentie par la population locale et peut-être les élus ? Louis Létoré, vous vouliez répondre ? Les élus locaux nous soutiennent réellement parce que on amène quelque chose de neuf dans le paysage aussi. On amène des réflexions. On est quand même sur un secteur de l'animation qui est en train de se professionnaliser et qui a besoin, en tout cas, d'acteurs comme les nôtres. Nous ne sommes pas seuls en France à nous poser des questions, mais en tout cas, les réponses que nous proposons sont aussi essaimables. Et en ça, les élus et les décideurs du territoire voit la maison de Courcelles comme étant une opportunité. Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamselle Bulle, comme un funambule qui rêverait de s'envoler. À l'envol d'un ballon, Bulle s'est accrochée, championne de l'aviation. Bulle commence à s'élever. Au-dessus des arbres, un alpiniste anglais lui indique le haut de la montagne. Mademoiselle n'est pas rassurée. Elle se demande où le ballon se dirige. Mademoiselle, tout en haut, avez-vous le vertige ? Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamselle Bulle, comme un funambule qui rêverait de s'envoler.
balayé par un vol d'hélicoptère. C'est fou le nombre d'habitants qu'on peut croiser en l'air. Guidé par les planeurs, le bourdon d'un ULM qui tire derrière lui un drapeau avec écrit Je t'aime. Dire bonjour aux avions, croiser des hôtesses de l'air. Bonjour. Des colombes, des pigeons battant des ailes à l'envers. Mamselle Bulle traverse les nuages, enfile un pull, il fait froid au-dessus des orages. Mamselle Bulle, comme un ver luisant qui rêverait d'un feu follet. Mamselle Bulle tourne la tête en arrière, elle aperçoit un point qui ressemble à la Terre. Faut faire vite, une bulle ça peut éclater. Elle croise Spoutnik, le satellite qui lui a tout expliqué. Mamselle Bulle n'est pas très noctambule, n'a pas prévu dans son pactage qu'il ferait noir dans les nuages. Mamselle Bulle, comme un papillon de nuit vers l'étoile qui l'éblouit. Au ciel étoilé, Bulle s'est accrochée, et c'est dans la Voie lactée que Mamselle décida d'habiter. Ainsi dans le ciel, depuis des millions d'années, Madame la Terre observe cette bulle illuminée. Chaque soir, quand la nuit vient à tomber, Mamselle Bulle surveille jusqu'à ce que le soleil l'interpelle. Mamselle Bulle. Oh la lune, la lune, c'est le soleil qui me parle. Oh, Mamselle Bulle, laisse la place, faut que je lève le jour. comme un funambule qui rêverait de s'envoler. Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamselle Bulle, qu'est-ce que tu fais? comme un funambule qui rêverait de s'envoler. Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamselle Bulle, comme un funambule qui rêverait de s'envoler. Mamselle Bulle, Mamselle Bulle. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Cette chanson Mamselle Bulle par les Ogres de Barbac et Trio, sortie en 2005 sur le WDB Trio au Cabaret Sauvage. Est-ce que cette chanson illustre l'état d'esprit de la maison de Courcelles, Louis Létoré? On peut dire ça? Oui, on amène beaucoup les enfants dans l'imaginaire aussi. Ça reste, on accueille des enfants, il faut leur permettre de rêver, de s'ennuyer librement. Une petite bulle, voilà, ça représente bien un petit peu l'esprit dans lequel... Et puis, on emmène les enfants. La bulle, elle va où elle veut, elle est libre. Alors, laissons les enfants aller où ils veulent aussi. En attendant, Louis Létoré, c'est une véritable entreprise, la maison de Courcelles, vous le disiez, des salariés, certes une association, mais néanmoins une entreprise, au moins dans son acception entrepreneuriale, et puis une dimension de gestion, 3000 m², ça ne s'improvise pas, même si on est un peu comme ça dans la bulle. Comment se gère cette double approche, à la fois nécessairement rigoureuse de la gestion, et puis cette pédagogie de la liberté au quotidien? Alors, la maison de Courcelles, un acteur éducatif, mais aussi économique. On s'inscrit clairement dans une démarche d'économie sociale et solidaire. Tout projet nécessite un budget. Nous faisons le choix de centrer le budget majoritairement sur l'humain. Pas d'activités accessoires, très peu de prestations de services. On fait confiance en l'humain, dans ses capacités. Enfant comme adulte, on sait que la personne a des compétences. Donc, forcément, il y a des choix qui sont faits économiques. L'accompagnement de personnes en insertion, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi l'accompagnement de jeunes dans les diplômes non professionnalisants que sont le BAFA et le BAFD, pour encadrer des colos. On donne la possibilité à ces jeunes de prendre en charge des enfants, alors que même eux, ils sont en train de se chercher en tant qu'adultes en termes de valeurs ou même en termes de projets professionnels. Alors, aujourd'hui, l'association fait le choix, elle fait le choix d'avoir des colos qui ont un prix, mais qui représentent aussi la gestion de cette maison. Vous avez dit 3000 m² à entretenir, à mettre aux normes, ce qui pose aujourd'hui des problèmes. Et puis,
aussi dans son fonctionnement l'envie de s'appuyer sur un tissu économique local qui est très riche, même en secteur rural. On a des producteurs locaux, on a des entreprises locales qui ont des savoir-faire, et la qualité des projets de la Maison de Courcelles s'appuie d'abord, surtout, sur la qualité des personnes entrepreneuriales qui entourent la maison. Quel est le budget aujourd'hui d'un établissement comme la Maison de Courcelles, Louis Létoré, et puis quels sont, vous n'avez pas aimé l'expression, mais le taux de remplissage? Alors, le budget de fonctionnement de la maison va dépasser les 800 000 euros dans les années qui viennent. Un très fort développement ces 2 dernières années. On augmente de 150 000 euros le chiffre d'affaires. Voilà, on parle aussi comme ça à la Maison de Courcelles. N'ayons pas peur des mots. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'on a créé de l'emploi aussi. Et ça, c'est important de le dire. Il y a trois personnes qui ont rejoint l'équipe ces 2 dernières années qui montrent bien que le projet fonctionne à la Maison de Courcelles. Un indicateur, 95% de ce budget de 800 000 euros est développé par les actions que l'association met en place. Très peu de financement public. Les 5% restants correspondent à l'aide à l'emploi des contrats d'insertion. Et puis, au niveau du remplissage, aujourd'hui, ce qui nous permet de ne pas remplir la maison toute l'année, c'est la vétusté thermique de cette maison qui fait que l'hiver, on ne peut pas la remplir parce que ça coûterait forcément trop cher. Mais à la Maison de Courcelles, on essaye de donner une seconde vie à beaucoup de choses, ce qui nous permet de faire des économies. On fait durer le matériel, on recycle, ce qui nous permet, j'insiste, d'investir plutôt sur l'humain que dans des objets futiles qui ne serviraient qu'une seule fois. Louis Létoré, tout à l'heure, l'administrateur Pierre Berthet évoquait en présentant la Maison de Courcelles la pédagogie de la liberté. C'est un concept, je crois, qui est lié à la Maison de Courcelles elle-même et qui vous est propre. Oui, grâce à Jean-Marie Bataille, pédagogue, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Nous l'avons rencontré en 2005, suite à la participation du président de l'association à un symposium où des chercheurs venaient faire état de leurs travaux sur l'écolo en sciences de l'éducation. Et puis Jean-Marie Bataille a dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans cette Maison de Courcelles ? Il faut que j'aille voir ». Il est venu voir et il nous a accompagnés pendant 2 ans dans une recherche-action. Quand je dis nous, c'est salariés et bénévoles, pour mettre en mots cette pratique pédagogique singulière et nous aider à la transmettre. Et puis, lui, de son parcours de chercheur, a permis aussi une théorisation de cette pratique. Un livre, Enfants à la colo, Courcelles, une pédagogie de la liberté, a donc été publié en 2007 à l'INJEP pour nous permettre... L'INJEP ? L'Institut national de jeunesse et d'éducation populaire. Et ça nous permet, nous, forcément, de pouvoir légitimer notre pratique. Nous sommes avant tout des animateurs professionnels et non pas des gens qui faisons n'importe quoi. Alors précisément, le projet pédagogique est très présent, on le voit à la Maison de Courcelles. Mais c'est un peu comme à l'école, il y a méthode et méthode. Il n'y a pas de cours magistral, mais des ateliers, pas de contrôle, noté et corrigé, pas de bonnet d'âne, ni de bons points, mais tous à égalité devant l'effort. Nous sommes dans une école Montessori. Sa devise, aide-moi à faire tout seul. C'est en les observant en fait, qu'on est au plus proche de leurs besoins, qu'on observe les difficultés. S'il faut représenter une 2e fois, une 3e fois une notion, on le fait, jusqu'à ce que l'enfant soit capable de le faire tout seul. Mais c'est vraiment l'observation de l'enfant qui nous permet de l'accompagner au plus proche de ses besoins et de ses désirs aussi ou de ses difficultés. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. C'était Florence Leclerc, professeure des écoles à l'école Jeanne d'Arc de Roubaix dans le Nord, dans un reportage diffusé sur France 3 Nord-Pas-de-Calais en 2008. Une école qui applique la méthode Montessori, une méthode dont s'inspire également la pédagogie de la Maison de Courcelles, Louis Létoré. Oui, il ne faut pas oublier que Maria Montessori était avant tout médecin. Et quand on présente la Maison de Courcelles et son projet aux enfants, on leur dit régulièrement qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux, des autres et de la maison. Peut-être nous rappeler en 2 mots, si c'est possible, Louis Létoré, précisément cette pédagogie de Maria Montessori. Alors, moi je vais parler plutôt de la pédagogie Montessori impliquée à la Maison de Courcelles. Premier point important, nous sommes dans un cadre de vacances. La pédagogie Montessori est dans un cadre scolaire. Notre objectif à nous, c'est d'accompagner les enfants selon leur autonomie et non pas les rendre plus autonomes. Néanmoins, on va s'inspirer de cette pédagogie Montessori parce que la pédagogie Montessori, chez nous, à la Maison de Courcelles, nous amène une réflexion sur la posture des adultes vers les enfants, mais aussi cette pédagogie Montessori, elle est outillée
il y a tout un panel d'outils qui permettent aux enfants de pouvoir travailler en autonomie. Alors très concrètement, mes enfants sont en vacances à la maison de Courcelles. Qu'a-t-elle de différent, si ce n'est le cadre, la beauté du contexte, des paysages, etc. Qu'a-t-elle de différent autant dans les actions que dans la manière dont vous conduisez cette pédagogie, Louis Letoré? Un exemple concret, les enfants viennent de manger. Il faut débarrasser la table. Du mobilier adapté a été pensé pour qu'ils puissent débarrasser eux-mêmes, trier les déchets sans l'intervention de l'adulte. Ensuite, des petits kits ont été pensés avec des éponges, des petites balayettes pour que le nettoyage de la table devienne un jeu. Ce petit mobilier est pensé est originaire, en tout cas dans la réflexion des concepts développés par Maria Montessori. Un ensemble d'outils pour que l'enfant puisse faire seul, selon son autonomie. On les retrouve déclinés dans la plupart des espaces de la maison. Des bénévoles ont réfléchi cet hiver à l'aménagement de l'espace bricolage pour penser des systèmes de tiroirs avec des petits repères pour que les enfants sachent où sont les ciseaux, où sont les crayons de couleur, les feutres, pour qu'ils puissent eux-mêmes aller chercher et faire ce dont ils ont pensé. Voilà. Est-ce que l'éducation nationale vient s'inspirer de vos méthodes, Louis Letoré? Alors, on essaye de les développer sur les classes de découverte. Néanmoins, on garde une sensibilité par rapport à l'enseignant qui vient avec son groupe classe. On ne va pas brusquer l'enseignant en imposant une autre méthode pédagogique que celle qui est développée toute l'année dans sa classe. Pourtant, est-ce que ça les interpelle au moins? Oui, ça les interpelle. Parce que sur tous les espaces de repas, ces outils restent toute l'année. Dans les espaces après d'animation, nous respectons la sensibilité de l'enseignant. Néanmoins, nous accueillons des écoles Montessori qui viennent en classe de découverte et qui sont contentes de retrouver pas du mobilier Montessori, mais du mobilier d'influence Montessori qui leur permet d'avoir une continuité dans ce qu'ils mettent en place toute l'année. En vous écoutant, Louis Letoré, je pense aussi finalement à cette approche sociale, voire sociétale ou sociologique, je ne sais pas comment il faut dire, finalement aussi des approches scandinaves. Est-ce que ça vous parle? Oui, on entend beaucoup... Je ne fais pas référence au mobilier, bien entendu. On entend beaucoup les écoles dans la forêt, les écoles qui aujourd'hui n'ont plus de locaux et vont aller découvrir l'environnement proche suivant les saisons. On s'inspire aussi de la pédagogie Freinet, beaucoup dans cette capacité de rendre compte aussi du monde qui nous entoure, de le transmettre à l'autre. Et puis, dans les pédagogies, je vous ai parlé du mobilier, mais il y a aussi la posture des adultes qui est primordiale. Laisser les enfants faire, quand est-ce qu'on intervient, comment on parle à un enfant. Voilà, un enfant, c'est une personne, c'est pas un adulte en miniature, c'est un être comme les autres et il a le droit à un moment donné à ce qu'on lui explique les choses clairement, à ce qu'on s'adresse à lui comme tout le monde. Voilà, il n'y a pas de distinction, simplement il y a une sensibilité à le faire selon l'enfant, voilà, un accompagnement personnalisé. Est-ce que la maison de Courcelles, Louis Letoré, n'est pas un peu perçue, alors c'est peut-être trouver ma question un peu provocatrice, mais un peu comme un lieu un peu singulier, un peu étonnant, un peu à part, un peu marginal? Oui. Néanmoins, les chercheurs qui nous accompagnent depuis 10 ans nous montrent que c'est d'abord des questions de société. Quand la maison de Courcelles travaille autour des mixités, mixité avec un M majuscule et avec un S, on ne parle pas que des filles et des garçons, de la mixité sociale, on parle de la mixité des personnes en situation de handicap, on parle aussi des enfants, des grands, des petits. C'est des questions de fond de notre société d'aujourd'hui, permettre la rencontre. Et donc aujourd'hui, la question de l'enfance est traitée que d'un point de vue éducatif. On oublie de parler de l'enfant aussi en dehors de l'école et dans les espaces de loisirs. Vous disiez, Louis Letoré, que la maison de Courcelles s'appuie également sur un conseil d'administration. Ce qui est clair, c'est qu'elle apparaît comme étant véritablement portée. Ce qui est chouette dans ce projet, c'est que à la fois on donne du temps, on s'investit pour que ce projet puisse vivre, et en même temps, ce projet nous apporte énormément dans cet apport de compétences, dans cette confiance qui nous est donnée. Voilà, que ça pourrait empiéter sur ma vie. En fait, je me rends compte que non, tout le temps que j'investis ici, il m'est rendu
1000 fois plus dans le bien-être personnel que j'en éprouve. L'investissement est riche. Ouais, voilà. Et moi, je le considère comme on est tous garants du projet associatif. Et des fois, ça doit passer par des moments plus compliqués pour toujours conserver, comme on l'appelle, la magie de Courcelles. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Quelle est cette magie de Courcelles? Et puis dites-nous qui l'on vient d'entendre. Pierre Berthet, c'est vous cette fois-ci qui allez répondre. Alors, ce sont Ameline et Audrey qu'on vient d'entendre témoigner un petit peu de leur engagement dans l'association. Et on est en fait énormément de jeunes à suivre, pour ainsi dire, une trajectoire dans l'association de Courcelles, c'est-à-dire un engagement qui va au rythme de chacun et pour autant qui est toujours grandissant et qui est volontaire chez les personnes. Et c'est ça un petit peu qui fait la magie de Courcelles, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis là... j'ai commencé à 17 ans en tant que stagiaire BAFA. Vous êtes né à Courcelles, oui, quoi. Quasiment. et en fait, j'ai, on va dire, gravi, pour ainsi dire, les échelons. En fait, j'ai commencé donc stagiaire, ensuite j'ai été animateur, puis directeur adjoint, directeur, et ensuite membre du conseil d'administration. Donc en fait, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui s'investissent dans l'association selon leur envie, selon leurs possibilités aussi. On a des personnes, qui vont venir en tant que bénévoles pour donner un coup de main ponctuellement à l'association, pour faire quelque chose de matériel, pour installer une colonie, pour faire un petit peu d'administratif. Bref, beaucoup de forces vives comme ça dans l'association qui permet à l'association de vivre véritablement sur cette énergie. Et un conseil d'administration, je crois, d'une moyenne d'âge très jeune. Oui, la moyenne d'âge, elle est de 30 ans et c'est parce qu'on a une présidente qui fait monter la moyenne, mais sinon ce sera encore plus bas que ça. Elle appréciera. Voilà, Valérie, on t'embrasse. Non, mais c'est vrai que c'est une association qui est vraiment très jeune et qui s'appuie sur la jeunesse pour penser ce projet, pour le faire vivre. Est-ce que ça veut dire aussi que les administrateurs de la maison de Courcelles, Pierre Berthet, ont tous ce parcours-là? C'est-à-dire que ce sont tous d'anciens jeunes de la maison de Courcelles? Oui, il y a énormément en fait de personnes comme ça qui ont mis un doigt dans l'engrenage et en fait après n'arrivent plus à en sortir et y restent bien volontiers. Donc on a des personnes qui viennent en tant qu'anciens animateurs, même d'autres qui venaient en tant qu'enfants. On a aussi des parents d'enfants qui viennent s'investir dans l'association. On a aussi, par exemple, au conseil, on a aussi un instituteur qui vient avec ses classes et parce qu'il soutient vraiment ce projet, parce qu'il a envie de le défendre, vient aussi en tant que bénévole pour nous aider encore davantage. Et c'est aussi le point de départ de votre seconde recherche-action que vous avez menée à partir de 2011, Pierre Berthet. Oui, c'est ça. En fait, en 2011, il y avait un appel à projet sur l'engagement des jeunes par la mission d'animation pour le fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Et cela en fait a été mené toujours avec le chercheur et pédagogue Jean-Marie Bataille pour comprendre un petit peu comment ça se fait que dans cette association il y ait tant de jeunesse et comment expliquer un petit peu toutes ces trajectoires qui font que des jeunes en fait en viennent très rapidement à comprendre et à voir l'association du point de vue interne, notamment à travers le conseil d'administration. Donc l'idée c'était vraiment d'analyser, de voir à travers des témoignages comment ça se construit et d'en révéler des mécanismes. Parfois, certains sont conscients et d'autres ne l'étaient pas du tout. En deux mots, le résultat de cette recherche-action? Alors, on a publié un ouvrage toujours sur cette dimension maintenant de la prise de responsabilité des jeunes, qui est publié chez le Social en Fabrique. Pierre Berthet, on pourrait imaginer que les jeunes ou les moins jeunes qui sont passés par la maison de Courcelles, on a parlé tout à l'heure d'actions et de projets politiques au sens étymologique du terme. Est-ce que les jeunes qui sont passés par la maison de Courcelles ont aujourd'hui un profil particulier? Et précisément, est-ce que leur engagement va au-delà de la maison de Courcelles, dans leur vie quotidienne? Alors, la maison de Courcelles, il n'y a pas un profil type.
Tout simplement, si on regarde au conseil d'administration, on a quelqu'un qui travaille dans le son, on a quelqu'un qui travaille dans le bronze, on a des métiers pour ainsi dire manuels, on a des métiers beaucoup plus intellectuels, on a vraiment un peu de tous les profils, et c'est ça sans doute qui fait aussi toute la richesse des réflexions qu'on peut mener ensemble. Oui, mais la question que je posais s'appliquait davantage à l'ensemble des jeunes qui passent par la maison de Courcelles. Est-ce que ça laisse des traces ? On parle aujourd'hui beaucoup du désengagement des jeunes en politique, par exemple. Alors pour le coup, la politique, non pas politicienne, mais celle qui concerne la vie de la cité. Est-ce que les jeunes qui sont passés par la maison de Courcelles ont un engagement personnel peut-être plus intense que la moyenne des jeunes aujourd'hui en France ? Je ne saurais pas dire s'il est plus important qu'ailleurs, mais en tout cas, il est important chez les jeunes qui sont ici. C'est sûr que les personnes qui viennent, par exemple en tant qu'animateurs, viennent très souvent en fait simplement pour découvrir. Elles ont entendu parler de quelque chose sur la liberté sans vraiment savoir comment ça fonctionnait, si c'était vraiment réalisable. Et en fait, ils viennent découvrir la chose pour ensuite vraiment la défendre et rester en tant qu'animateur plusieurs années. Donc oui, il y a vraiment un engagement, une conscience politique et pédagogique. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. J'ai vu des gammes, des gens se battre pour une simple dissonance. Dans mon pays, on règle ça gentiment par la danse. Je rêve d'un endroit où tout le monde serait sur la même tonalité. Des rondes, des blanches, des noirs, la différence fait la portée. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Si tout le monde prenait la peine de faire chanter les chœurs, peu importe le temps, le rythme, ça serait à toute heure. Les refrains de paix se transmettraient de majeur à mineur pour dire que l'unisson est la clé du bonheur. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Bienvenue dans une boulange où on sert différents cocktails de pâtisserie musicale. Doré à souhait, facile à déguster entre amis, à même le sol c'est un régal. Fais attention à tes doigts, il y a des notes qui collent. Savoure ce que tu bois, chaque parole, chaque symbole comme un chocolat. À la sortie de l'école, enfin libéré, la mélodie caracole. Les enfants tournent en rond, font des farandoles. Les vents à l'unisson font tourner les étoiles. On se croirait d'un coup dans un monde idéal où le bonheur chez nous ne trouve pas son égal. Et l'harmonie doucement autour de nous tisse sa toile. Transforme chaque jour en jour de carnaval, de printemps, de pétales et de corolle qui exhalent les parfums qui nous cajolent. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Dans un bel univers où l'harmonie est dans l'air. Dans un drôle d'univers. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Monde de son par les Ogres de Barbac, paru sur l'album La pittoresque histoire de Pitocha, sorti en 2003. Un groupe qu'on aime bien visiblement à la maison de Courcelles, Louis Létoré.
Oui, c'est une histoire, c'est une histoire d'un groupe qui, je ne parlerai pas pour eux, mais je pense qu'ils ont eu des enfants et après ils se sont dit tiens, si on faisait des histoires pour enfants. Et nous, ça nous plaît ça, parce que c'est un peu l'histoire de pas mal d'animateurs ici. On découvre cet animateur comme encore des grands, enfin cette maison comme étant des grands enfants, et puis on grandit. On a des enfants, puis après on la voit avec d'autres yeux, ceux d'adultes, d'irresponsables, de parents, professionnels. Voilà, ça. Alors, je vais vous demander, Louis Létoré, de parler au nom de Pierre Berthet qui nous a quittés pour prendre son train. Voilà, ce sont des contingences qui arrivent. On a bien compris qu'il a été lui-même à votre place il y a quelques années, avant de devenir administrateur de la maison de Courcelles. Alors, il était directeur de colo. Voilà, moi je suis le directeur de l'association, mais il est encore directeur de colo, Pierre. Il a découvert la maison de Courcelles comme animateur, stagiaire BAFA. Il a fait il a fait ses colos en tant qu'animateur, et puis nous, en tant que salariés de l'association, on accompagne ces jeunes dans la prise de responsabilité. Et là, nous, on l'a accompagné vers le poste de directeur de colo, les accompagner. Et puis, aujourd'hui, Pierre est mon employeur. Parce que Pierre est membre du conseil d'administration et donc aujourd'hui, je dois lui rendre des comptes. Et voilà, c'est l'accompagnement du début jusqu'à la fin. Et puis on a aussi, en tant que Pierre, quand on l'a rencontré, il avait 17 ans et aujourd'hui, il est professeur de philosophie. Voilà, et ça montre bien aussi qu'il y a une belle trajectoire pour lui. Et vous-même, quel est votre propre parcours, Louis Létoré ? Alors moi, je découvre la maison de Courcelles à 17 ans aussi, en passant mon BAFA. Voilà, une rencontre et tout de suite des salariés à l'époque qui m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance parce qu'à 17 ans, je rentre au conseil d'administration. Je ne savais pas trop ce que c'était qu'un conseil d'administration, une association. On me demande de m'occuper de ressources humaines, de mettre le nez dans des dossiers de travaux. Alors ça, c'est une sacrée montée en compétences. Et puis parallèlement, je finis des études à la fac, un master en STAPS. STAPS, c'est les facs de sport. Le sport. Voilà. Mais cette formation, moi, elle m'a permis d'être tout de suite en contact avec des enfants sur l'apprentissage du sport, mais voilà, d'expérimenter des choses pratiques, pédagogiques, didactiques. Et ça a nourri mon expérience, voilà, de me dire, mais c'est peut-être quelque chose comme ça que je veux faire plus tard. Oui. Et il s'avère que j'ai pas choisi l'enseignement parce que voilà, à l'époque, il a fallu faire un choix. Et puis, j'ai été éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, conseiller en insertion sociale et professionnelle. Et j'ai intégré l'équipe de salariés en 2009. Et voilà, une petite trajectoire aussi où je deviens directeur adjoint en 2012 et directeur de l'association en 2014. Quelle est votre motivation très profonde, Louis Létoré, quand on se retrouve comme ça à la direction d'une maison comme la maison de Courcelles ? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? Alors, qu'est-ce qui me fait me lever ce matin ? C'est forcément la place qu'on laisse aux enfants. Quand vous parlez de projet politique, je pense que je ne fais plus partie des personnes qui ont l'avenir. Voilà. Je pense que mes enfants ont l'avenir. Ceux qui passent dans cette maison représentent l'avenir. Et que ça serait une faute professionnelle de ma part de ne pas m'appuyer sur eux pour concevoir le monde que je souhaiterais. Parce que c'est bien eux qui vont construire notre future société. Et je trouve dommage que dans un contexte d'élection présidentielle, on ne parle pas du tout des enfants en dehors du cadre scolaire. Parce qu'il se passe des choses en dehors du cadre scolaire. C'est parce qu'ils ne sont pas encore électeurs. Peut-être. En même temps, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un peu un ovni dans le monde tel qu'il tourne aujourd'hui, Louis Létoré ? Je pense qu'il y a pas mal d'ovnis comme moi. Je pense que je ne suis pas le seul à le défendre, en tout cas dans cette association. Je parle pour beaucoup d'autres qui sont hélas pas à côté de moi parce qu'ils ne pouvaient pas tous être là. Et je pense qu'en France, il y en a beaucoup des comme nous. Mais simplement, je vous remercie de nous donner la parole parce que aujourd'hui, c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude d'entendre dans les grands médias nationaux. Voilà. Et pourtant, ça existe. Et je pense qu'on est des militants et qu'on va faire avancer les choses doucement mais sûrement. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Louis Létoré et Pierre Berthet, respectivement directeurs et administrateurs de la maison de Courcelles en Haute-Marne, c'est le moment de votre choix. On écoute. Mais dans le royaume, les règles et toutes sortes de normes fleurissaient à chaque printemps.
Un jour, les membres de cette maison découvrirent que pour continuer à relever de nouveaux défis, il leur faudrait rassembler plusieurs centaines de milliers d'euros, sinon cette belle maison verrait ses portes se fermer à jamais. Mais ils se rendirent à l'évidence. La petite association devait s'avouer vaincue. Fin de l'histoire. Mais trop nul, t'as faim. Il pourrait y avoir des super-héros qui sauvent la maison de Courcelles. Des super-héros ? Avec une cape et des pouvoirs et un masque. Ils feraient quoi, vos super-héros ? Pour appeler des copains. Pour sauver la maison de Courcelles. Cet extrait de la vidéo « Mets ton grain de sel pour la maison de Courcelles » que nous avons déjà cité en début d'émission pour illustrer, m'avez-vous dit, votre coup de gueule pour un coup de cœur, Louis Létoré. Oui, un coup de gueule parce que l'activité de l'association est en péril et le coup de cœur, c'est l'association et ses actions, mais d'abord ce que ça a provoqué au sein de notre conseil d'administration. Donc le coup de gueule, 1 million d'euros à trouver pour financer des travaux de mise aux normes pour permettre la continuité en toute sécurité des actions de l'association. Et puis aussi un contexte actuel où les financements publics sont difficilement mobilisables. Donc ça a forcément créé au sein du conseil d'administration la mobilisation et puis il y a la volonté d'aller chercher, alors ce que nous on appelle dans la communauté de Courcelles, de toutes ces personnes qui sont passées, un soutien financier, mais aussi un petit mot, en tout cas ressentir que le projet est soutenu. Pour autant, Louis Létoré, vous nous expliquez depuis le début de l'entretien que la maison de Courcelles, on l'a entendu, on a évidemment convaincu une foultitude d'actions dans une démarche singulière, dans l'intérêt des enfants et des adultes au reste. Et puis là, on découvre un coup de gueule, 1 million de travaux, mise en norme de sécurité, ce qui paraît légitime au reste. Mais vous semblez le découvrir, ça c'est la première question, et deux, mais que fait la police ? Alors on ne le découvre pas, hein. L'association rencontre très régulièrement les commissions de sécurité, hein, comme la loi nous l'oblige. On est quand même sur un bâtiment qui date de 1850 et qui est structurellement très compliqué par rapport aux normes actuelles quand on va être sur de la construction neuve récente. La particularité de cette maison, c'est qu'elle n'est d'un seul tenant. C'est-à-dire que les locaux de sommeil, la réglementation sur les locaux de sommeil doit s'appliquer sur la totalité du bâtiment. Donc ça augmente forcément le degré de mise aux normes à mettre en place. L'association a progressivement avancé à son rythme sur certains travaux qui ne demandaient pas une technicité importante et qui ne demandaient pas aussi le passage d'entreprises certifiées. Il s'avère qu'aujourd'hui, les travaux restants et ce qui est demandé dépassent totalement les compétences des salariés et des bénévoles de la maison de Courcelles. Et puis aussi une accélération en 2012 où on nous a obligés, suite à un passage de la commission de sécurité, à mettre tout de suite aux normes. Et depuis 2012, on cherche des financements publics pour répondre à l'exigence que nous partageons aussi. Nous souhaitons mettre en sécurité cette maison pour ne plus être aussi embêtés de devoir chaque hiver remettre la main à la pâte pour refaire des travaux. Néanmoins, aujourd'hui, il nous manque une grosse partie de la somme. Il y a des collectivités qui jouent le jeu, hein, le département, la région et puis la communauté de communes. Et ce financement participatif doit aussi montrer que la maison de Courcelles a cette capacité à agir aussi dans ce projet-là. On n'est pas que spectateur à demander de l'argent public sans agir. On a envie de montrer clairement qu'on veut prendre aussi le risque, nous, économique, de faire ces travaux. Mais est-ce que ça veut dire, Louis Létoré, qu'aujourd'hui, vous le disiez, la maison de Courcelles est en réel danger ? Réel danger, parce que prochain passage de la commission de sécurité en mai 2018, et si un dossier n'est pas déposé à la préfecture montrant à la commission de sécurité que nous avons évolué sur cette question de travaux, eh bien, se profile un possible avis défavorable par rapport à l'activité. Donc, ça veut dire en clair la fermeture. La fermeture d'une grande partie de la maison qui ne permettra pas de mettre en place l'activité comme elle l'est aujourd'hui, avec le nombre de salariés et le nombre de projets mis en place. Louis Létoré, alors Pierre Berthet, je l'ai dit, est parti en cours d'entretien pour un train à prendre. Néanmoins, on peut imaginer qu'une institution, parce qu'aujourd'hui la maison de Courcelles en Haute-Marne est une institution,
on ne peut pas imaginer, quand je disais tout à l'heure que fait la police, tout simplement un tour de table entre gens responsables. Vous êtes un acteur économique local, un véritable tour de table et de trouver ensemble, associant l'État, les collectivités locales, les institutions, la préfecture, et trouver ensemble une solution. Ça paraît presque frapper au coin du bon sens, non ? On avance dans le bon terme, même si à ce jour rien n'est signé. On a monsieur le président du conseil départemental, monsieur Sido, sénateur de Haute-Marne, monsieur le président de la communauté de communes, sénateur de Haute-Marne, monsieur Guéné, et monsieur le sous-préfet, monsieur Duché de Langres, qui ont répondu à nos appels très inquiets et qui sont à ce jour dans l'accompagnement pour trouver une solution. Voilà, trouver une solution. Nous espérons qu'on la trouvera parce que nous on a envie de continuer, on a envie de rester sur ce territoire et d'agir pour ce territoire aussi, et on a envie de continuer avec beaucoup de gens aussi, et c'est pour ça que ce financement participatif il a été fait par le conseil d'administration. Et puis Louis Détoré, vous offrez à chacun et chacune la possibilité aussi de contribuer aussi à sauver cette maison de Courcelles. Oui, la campagne s'appelle « Mets ton grain de sel pour la maison de Courcelles » sur le site helloasso.fr. On cherche 50 000 €. On est conscient de la somme, mais on aime les paris un peu fous et on a tellement confiance aux gens qu'on pense qu'on va même aller au-delà de ces 50 000 €. Merci Louis Détoré et Pierre Berthet pour cet entretien. Merci. Je rappelle que vous êtes respectivement directeur et administrateur de la maison de Courcelles, en Haute-Marne, située à mi-chemin entre Chaumont et Langres. Malgré les innombrables actions que vous mettez en œuvre, la maison de Courcelles est aujourd'hui en danger en raison des exigences de mise aux normes qui viennent de vous être brutalement imposées. Pour sauver la maison de Courcelles, vous venez de lancer un appel au financement participatif auquel tout un chacun peut contribuer en se rendant sur helloasso.com. L'opération s'appelle « Mets ton grain de sel pour la maison de Courcelles ». On peut également vous suivre sur vos pages Facebook et Twitter ou tout simplement sur votre site maisondecourcelles.fr. Vous pouvez réécouter cet entretien et tous les précédents sur le site de l'émission à l'adresse durablementvôtre.fr.